Nous sommes à J-4 du premier anniversaire sanglant de cette invasion. Vous voyez les photos qui sont restées de cette visite où on voit le président américain avec Volodymyr Zelensky. D'abord, le récit détaillé de ce périple, car c'en est un quand on est président des États-Unis et que l'on a 80 ans, les indispensables de Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors d'abord, première question, pourquoi cette visite est-elle restée secrète jusqu'au dernier moment ? Eh bien parce qu'à Kiev, nous sommes à 400 km du front. Certes, il ne s'agit pas d'une zone de guerre à proprement parler, mais la quasi-totalité du territoire ukrainien est bien sous le feu de l'armée russe. D'ailleurs, il y a quelques mois, l'armée ukrainienne affirmait que les Russes avaient frappé des entrepôts de la capitale, ici, dans ces deux quartiers. De fait, pour Joe Biden, sa sécurité dépend du secret de cette visite. Tout commence à Washington dans la nuit de samedi à dimanche. Biden monte dans l'avion présidentiel Air Force One sans que la presse ne soit convoquée, comme c'est le cas d'habitude. Il décolle à 4 heures du matin dans la plus grande discrétion. À bord, le président américain est accompagné d'une poignée de personnes. Jake Sullivan, son conseiller à la sécurité nationale, lui s'est déjà rendu à Kiev plusieurs fois. Jen O'Malley Dillon, sa chef de cabinet adjointe, elle est également présente, ainsi qu'Annie Tomassini, la directrice des opérations de la Maison-Blanche. En bref, il s'agit de l'équipe la plus restreinte qui conseille Biden depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Et puis, on sait aussi qu'il y avait à bord quelques journalistes triés sur le volet. Leurs téléphones leur ont été retirés. Ils n'ont pas eu le moindre contact avec l'extérieur jusqu'à l'arrivée sur le sol ukrainien. 10 heures plus tard, Joe Biden atterrit en Pologne, toujours dans la discrétion. À ce moment-là, la presse internationale n'est encore au courant de rien. Il prend ensuite un train sous haute sécurité depuis Varsovie, un deuxième trajet de 10 heures jusqu'à Kiev, où il est arrivé ce matin à 8 heures. Sa visite a donc été cachée jusqu'au bout, même si 3 avions de reconnaissance de l'US Air Force ont été repérés dans le ciel pendant la traversée de la frontière et vraisemblablement pendant tout le trajet. Et d'un coup, ça a été la surprise, on l'a vécu d'ailleurs ce matin dans la rédaction, on a vu Joe Biden dans les rues de Kiev. Oui, regardez, il est 11h30. Les deux hommes sortent du monastère Saint-Michel de Kiev, près de la place de l'Indépendance. Joe Biden et Volodymyr Zelensky se tiennent côte à côte. Ils semblent en pleine discussion, l'air imperturbable, entourés d'un service de sécurité en civil et de militaires ukrainiens. Joe Biden, lunettes sur le nez, vous le voyez, en manteau sombre. Volodymyr Zelensky portant son traditionnel treillis militaire. Quand soudain, les sirènes d'alerte antiaérienne commencent à retentir. Écoutez. On suppose que ces alarmes n'étaient pas là pour les prévenir d'une attaque, mais plutôt pour vider les rues des derniers habitants qui seraient restés dehors, car les autorités russes ont été prévenues quelques heures auparavant de la visite du président Biden. Écoutez l'ancien agent de la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure, Vincent Crouzet. Soit par des canaux d'ordre des services de renseignement, donc de la part de la CIA. Donc le directeur de la CIA a peut-être communiqué à son homologue russe pour éviter une provocation russe ou bien un bombardement russe cette matinée-là à Kiev. Biden et Zelensky poursuivent leur déambulation dans le calme jusqu'au mur érigé à la mémoire des soldats ukrainiens, où des centaines de photos de soldats morts se succèdent. Joe Biden et Volodymyr Zelensky se sont ensuite recueillis, vous le voyez, quelques minutes devant l'édifice, accolade chaleureuse avant de se quitter. Et que se sont dit les deux hommes ? Les deux hommes se sont parlé pendant près d'une demi-heure, d'une heure et demie dans le palais présidentiel. Ce que l'on retient, ce sont ces longs remerciements du président Zelensky. Écoutez. President Biden, that is so important signal for us. We are proud of it. Thank you very much for coming, Mr. President. That is a huge moment of supporting of the Ukraine. And I really appreciate that President Biden, American society, been from the very beginning of this tragedy. Presumptuous of me to say this, but I thought it was important that the President of the United States be here the day the attack began. Because as the President remember,
I was warning the world that he was going to attack. I was certain of it. And I thought it was critical that there not be any doubt, none whatsoever, about U.S. support for Ukraine in their war against the brutal attack by Russia. En tout, Biden aura passé 6 heures à Kiev avant de rejoindre Varsovie, où il dort ce soir. Merci beaucoup, Lucille, pour ce récit détaillé. On parle évidemment de l'aspect humain, presque psychologique pour le peuple ukrainien dans un instant, mais d'abord l'aspect militaire en général. Parce que ce que l'on voit, c'est aussi un chef de guerre qui rend physiquement visite à un autre chef de guerre à un moment où la situation sur le front, disons-le sous forme d'euphémisme, n'est pas à l'avantage de l'Ukraine. Oui, alors cette visite est importante parce que c'est la première fois que le président Biden se rend en Ukraine, à un moment où, vous le dites, on parle beaucoup de ce qui se passe sur le front et qu'il n'y a pas grand-chose qui progresse, si ce n'est millimétriquement, si j'ose dire, les forces russes. Oui, on verra quelques images de Bakhmout, comme chaque jour, puisque la tension sur le front... Et donc c'est important que le président vienne à ce moment-là pour marquer le soutien. Et c'est important qu'il le fasse la veille du discours de M. Poutine. Parce que le président Poutine voit clairement que le soutien est total, même s'il va l'utiliser pour dire que M. Zelensky est une marionnette des Américains, probablement. Mais peu importe. Le président américain est là. Le président américain est là en tant que leader de la coalition qui soutient l'Ukraine. Je rappelle qu'il n'y a pas que l'OTAN, il y a 50 pays rassemblés dans le processus de Ramstein qui soutiennent l'Ukraine. Et c'est les États-Unis qui président ça. Et puis c'est d'une certaine façon le chef de l'OTAN, parce que c'est au sein de l'OTAN, les États-Unis ont une force considérable. Donc c'est important de marquer ce soutien à ce moment-là. Ça veut dire, globalement, nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'au bout. Et dans ces moments d'incertitude, on pourra peut-être parler de l'évolution sur le terrain un peu plus tard. Bien sûr. Mais on est globalement dans l'incertitude. Pourquoi ? À cause du brouillard de la guerre. Comme on le sait. On ne sait pas quand les Ukrainiens attaqueront, on ne sait pas jusqu'où iront les Russes, on ne sait pas s'ils ont engagé toutes leurs forces complètement. Donc ça marque vraiment la présence à côté de l'Ukraine. Et on le voit bien par la réaction du président Zelensky, qui ne peut que souligner l'importance majeure de cette visite. Une visite, au passage, assez longue. 6 heures, c'est assez long. Et moi, je note, on ne le dit pas assez souvent, que ça a commencé par une visite dans une église. Et le président Biden, il ne faut pas l'oublier, est un catholique convaincu. Et donc, je pense que sa force de conviction auprès de l'Ukraine relève aussi de ça, de cet engagement religieux. Du côté de Poutine, on sait bien l'instrumentalisation qu'il y a de l'Église orthodoxe. Là, ce n'est pas de l'instrumentalisation, je crois que ce sont vraiment des convictions. Oui, il y a eu beaucoup de symboles, effectivement, le symbole religieux, Mariana, mais pas que, parce que le 20 février, on va en parler, est un jour très particulier pour les Ukrainiens. Oui, non, mais juste pour ajouter, pour expliquer aux téléspectateurs ce que c'est que la cathédrale Saint-Michel, c'est l'une des premières cathédrales de Kiev. En face de la Sainte-Sophie, la Sainte-Sophie qui est une copie de la Sainte-Sophie de Constantinople, et la capitale Saint-Michel, c'est parce que Saint-Michel, c'est le saint patron de Kiev et par extension de l'Ukraine, d'une certaine façon, parce que c'est le seul saint qui est guerrier, qui combat le mal. C'est le saint avec une épée, Saint-Michel, c'est ça. Exactement. Et par ailleurs, cette guerre a commencé il y a 9 ans. Cette guerre avait commencé par les manifestations réprimées en 2014. Le 20 février, regardez, on a ces images, évidemment, le 20 février 2014, c'est très important parce que ce jour-là, une centaine d'hommes tombent, et c'est resté comme le jour des 100 célestes, donc de ceux qui sont... Et là aussi, il y a une dimension religieuse, d'ailleurs. C'est dans cette... Pourquoi ? Parce que c'est quand les manifestants étaient attaqués pour la première fois, c'est cette cathédrale qui avait ouvert les portes, qui a commencé à sonner toutes les cloches pour faire peur aux forces de l'ordre qui n'ont pas osé de rentrer dedans. Donc cette cathédrale a une dimension qui va bien au-delà de religion dans la société ukrainienne. C'est un symbole de résistance. C'est aussi
pas par hasard si, dès le début de la guerre, c'est sur les murs de cette cathédrale-là qu'on a commencé à afficher les photos des soldats tombés dans cette guerre. Et malheureusement, ce mur qui ne cesse de s'allonger. Et le nom, effectivement, de ces héros, comme ils sont qualifiés en Ukraine, qui sont tombés au combat et devant lesquels Joe Biden et Zelensky sont allés se recueillir. Il y a même une médaille, mais Rim, vous le savez, une médaille qui est donnée chaque année à la mémoire de ce 20 février, qui effectivement était il y a 9 ans. C'est resté un jour très marquant, traumatique d'ailleurs, pour la mémoire collective ukrainienne. Oui, et tout ça a joué dans la décision du président américain d'y aller. Il faut savoir que cette visite se prépare depuis plusieurs mois du côté américain. Le Pentagone et le service secret, donc le service en fait de protection du président de la République, étaient plutôt contre, parce que il faut le souligner, c'est la première fois qu'un président américain va dans un pays en guerre où l'armée américaine ne contrôle pas les infrastructures critiques. Les infrastructures, c'est-à-dire que ce soit les hôpitaux, l'aéroport, etc. etc. Les présidents américains sont déjà allés en Afghanistan et en Irak quand les troupes américaines y étaient. Mais là, c'est vraiment un choix que le président Biden a fait personnellement vendredi. D'après Jake Sullivan, qui est son conseiller pour la sécurité nationale. Et il a voulu marquer ce moment. Il va lui aussi donner un discours demain à partir de Varsovie. Il y a un peu un affrontement par discours interposé qui va avoir lieu demain entre lui et Poutine. Tout ça est très symbolique et bien voulu. Oui, et effectivement, ce voyage a été préparé. Ils ont prévenu, malgré tout, la Russie de ce voyage, Vincent Hugeux. C'est-à-dire que ça ne se fait pas n'importe comment, même si on a entendu tout à l'heure ces sirènes d'alarme qui étaient sans doute destinées d'ailleurs à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de population à cet endroit-là. Mais c'est Jake Sullivan lui-même, le conseiller national à la sécurité, on va revoir sa photo, qui a expliqué très simplement que quelques heures avant le départ du président Biden, les Russes avaient été informés. Il a simplement expliqué qu'il n'en dirait pas plus sur la teneur à la fois du message américain et de la réponse russe, car il s'agit de matières éminemment sensibles. On verra les réactions à la télé russe tout à l'heure, qui sont croquis-violettes, comme vous l'imaginez, bien sûr. Sans céder à la tentation de la lucidité rétrospective, il se trouve que j'ai parié avec un ami samedi matin, 3 kopecks et demi, rassurez-vous, que Biden irait à Kiev. Pourquoi ? Avant la Pologne ? Parce que certains disaient peut-être que le 22 février ou le 23. Soyons francs, je ne suis pas allé jusqu'à ce degré de précision. Et il y a plusieurs éléments qui m'avaient intrigué. D'abord, la longueur de la séquence polonaise, avec tous les égards qui sont dus à ce pays de la ligne de front, en quelque sorte, et à son engagement. 3 jours, ça me paraissait quand même beaucoup pour un président américain. Ensuite, le soin avec lequel le Pentagone, la Maison-Blanche avaient signalé que c'était inenvisageable pour des raisons de sécurité m'a paru un peu troublant. Et puis, il y a ce que tweetait un peu plus tôt aujourd'hui Gérard Haro, donc ancien ambassadeur, on le sait, à Washington, mais aussi aux Nations Unies, et assez familier de ce plateau, où il disait ceci, message très clair adressé à Moscou, ça veut dire qu'on ne lâchera jamais l'Ukraine et donc la Russie ne peut pas gagner cette guerre. C'est-à-dire que la présence physique à l'instant T de Joe Biden, à ses yeux en tout cas, signifie très clairement ce double message. Et puis un dernier point, effectivement intéressant, vous y faisiez allusion Emmanuel, c'est que il y a encore des canaux de communication qui fonctionnent. La preuve. Cela dit, moi j'ai la conviction absolue que même si le degré de détestation réciproque atteindait une forme d'incandescence et que les Russes avaient la possibilité d'en tenter au jour de Biden, évidemment, ils ne l'auraient pas fait. Oui, bien sûr. Mais juste un mot sur la déconfliction. Vous savez qu'en Syrie, les Américains et les Russes, qui sont de deux côtés opposés, ont un canal de déconfliction strictement militaire. Là, ils ont utilisé un canal de déconfliction aussi, juste pour faire en sorte... Canal de déconfliction, c'est-à-dire, repréciser pour nos c'est-à-dire téléspectateurs. un canal dédié pour que les services de sécurité puissent parler quand la tension monte trop. Même entre deux adversaires ou deux ennemis. Évidemment. Et là, ils ont pris ce soin parce qu'en fait, vous imaginez si quelque chose arrive au président américain quand il est à Kiev, là on passe un degré d'affrontement mondial que personne ne veut d'ailleurs. C'est pour ça que les Américains ont pris le soin de faire ça pour éviter tout accident possible.
Voilà. Alors, en tout cas, beaucoup de symboles. Je reviens là-dessus, Mariana. Il y a notamment cette plaque gravée. C'est intéressant de le voir. D'ailleurs, ça évoque une forme de mythologie quasi hollywoodienne. Joe Biden, avec la date du déclenchement du conflit, quasiment 1 an, et puis la date de cette visite et une signature. Ils veulent montrer, les Ukrainiens et les Américains, bien sûr, que ça restera vraiment presque au sens propre, gravé dans l'histoire. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, encore une fois, comme vous l'avez souligné dans votre précédent reportage, ce qui est intéressant, c'est que la date choisie, c'est la date du début de la guerre en 2014 et non pas de l'invasion à la grande échelle qui elle-même devait commémorer le début de la guerre, en fait. Celle qui est pour vous, Ukrainiens, le début de la guerre. C'est une sorte de retour circulaire, ce qui montre par ailleurs que, pour parler symbole, que dans la tête de Vladimir Poutine, cette guerre ne devait jamais avoir lieu. C'était vraiment une opération spéciale parce que c'est réellement l'approche de KGB qu'on connaît depuis toujours, c'est de commémorer des dates un peu spéciales, de marquer les fêtes, par exemple. Donc, on pouvait parier, il y a 1 an, on pouvait parier que s'il y aurait une invasion, elle aurait lieu autour de ces dates-là. Je vous avoue qu'il y a 1 an, quand on a passé la date de 20 février, je me suis dit que peut-être ça va retomber. Juste tout simplement parce qu'on a dépassé cette date-là. Et finalement, ça n'a pas eu lieu. Mais c'est extrêmement fort que le président Joe Biden avait choisi cette date-là précisément parce qu'il faut savoir que pour les Ukrainiens, la guerre n'a pas commencé il y a 1 an. Pour les Ukrainiens, la guerre a commencé il y a 9 ans. Et vous parlez du 20 février, mais il y a le 21 février aussi. Et le général Trinquant en parlait tout à l'heure. D'ailleurs, regardez, la télévision russe a carrément un décompte à l'antenne avant cette prise de parole de Vladimir Poutine demain. Ce sera à 10h, heure française. Là, vous voyez une capture d'écran. C'est dire à quel point ce discours est attendu, à quel point il est important. Et on se souvient des mots, d'ailleurs, de Vladimir Poutine le 21 février dernier, qui préfigurait des problèmes. Oui, parce que, à mon avis, on a, à tort, nous retenons ici le 24 février. Alors, le 24 février n'est absolument pas célébré par les Russes, c'est un échec. C'est l'échec de l'opération. Alors que le 21 février est une date importante pour les Russes, parce que c'est le fameux discours qui a enclenché tout le processus, dans lequel, pendant 3 jours, à peu près, tout le monde a retenu son souffle en disant « c'est pas possible, il va pas faire ça, il va pas commencer ». Mais et nous retenons le 24 parce que c'est le moment de l'attaque, mais 4 jours plus tard, c'était l'échec complet de l'opération spéciale. Donc c'est pour ça que cette date avec le compte à rebours est très important, parce que c'est cette date qui compte pour les Russes. C'est la date du 21 et de l'enclenchement d'une guerre qui est plus une guerre, j'allais dire, idéologique, en fait. Avec une véritable interrogation sur ce que sera la substance de discours, parce qu'on a souvent évoqué ici le fétichisme des dates des Russes en général, de Poutine en particulier. Or, très souvent, ces discours tant attendus ont accouché d'un propos assez décevant. Souvenez-vous qu'on avait évoqué le 9 mai, donc le 8 mai pour nous, avec le décalage classique. On s'attendait à soit une mobilisation générale, soit une déclaration de guerre formelle, soit des menaces nucléaires explicites. On n'a rien eu de tout cela. Je ne dis pas, je n'ai pas le script, qu'il n'y aura pas des annonces spectaculaires demain, mais j'observe quand même qu'il y a là une interrogation. Un blogueur relativement crédible, ukrainien, a mis en ligne il y a quelques heures des photos d'affiches qui, semble-t-il, ont été placardées dans plusieurs villes de Russie avec le message suivant, c'est peut-être prémonitoire, les frontières de la Russie ne s'arrêtent nulle part. Ce qui renvoie d'ailleurs à une phrase fameuse de Václav Havel, l'ancien dramaturge tchèque et président de la République tchèque, qui avait écrit un jour « La tragédie éternelle de la Russie est de ne pas savoir ni où commence, ni où se termine son territoire ». Mariana et ensuite Rim. Malheureusement, je suis dans l'impossibilité de confirmer ou d'infirmer cette information sur les frontières de la Russie. Mais que ça soit vrai ou faux, c'est exactement ce qui s'est passé avec cette invasion et avec l'annexion de partie des oblasts ukrainiens, parce qu'en réalité, on a l'impression que c'est l'Ukraine qui est dans une situation extrêmement difficile, et c'est bien vrai, mais par la même occasion, ce qu'a fait Poutine, il a fragilisé la Russie, parce qu'à l'heure où nous parlons, plus aucun Russe ne peut dire où
se terminent ou où commencent les frontières de son pays. Et on sait qu'il cela- change même les cartes scolaires. Exactement, pour, et cela pour veut inclure. dire tout, parce que si cela bouge dans ces frontières-là avec des territoires annexés, pourquoi pas bouger après, par la suite, sur les frontières internationalement reconnues. Rim Momtaz. Vincent disait qu'il y a un peu des déceptions à chaque fois qu'on attend de grands discours du côté de Vladimir Poutine. Malgré la symbolique très importante de l'arrivée de Biden aujourd'hui en Ukraine, il y a aussi un peu de déception du côté ukrainien officiel, parce qu'il arrive, il annonce 500 millions de dollars nouveaux pour de nouvelles munitions, de nouvelles aides militaires, mais en fait, il ne franchit pas le pas que l'Ukraine veut qu'il franchisse, c'est-à-dire Ou pas les encore. avions de chasse. Il Voilà. reste 3 jours avec le président Douda. Il reste 3 jours, mais Pologne. tout au long du week-end à Munich, mais aussi aujourd'hui à nouveau, le président ukrainien et tous les officiels ukrainiens n'arrêtent pas de répéter « on n'a pas de temps ». Chaque minute, chaque jour compte. Et on va en parler, bien sûr, longuement dans un instant. Juste, je vous l'ai promis, la réaction de la télévision russe à cette visite de Joe Biden, une des réactions de la télévision russe, elle ne vous surprendra pas, mais vous allez voir, la sémantique est particulièrement martiale. Американцы, видимо, полагают, что мы не планируем никому ни на что отвечать, коль скоро аж своего Байдена отправляют на Украину. Я думаю, что нет. Я думаю, что... Или кто-то дал гарантии безопасности. А мы дали? Мы дали, конечно. А зачем? Ну, вы понимаете, можно, конечно, было угрохать Байдена, но это было бы уж совсем, наверное... Ну, то есть угрохать Байдена это совсем, угрожать Путину это нормально, взрывать Северный поток тоже годится. Я не про агрессию со своей стороны, я про логику. Ой, В чем вы она? понимаете, про логику, ну вот угрохать Байдена. Кто придет на смену? Вот это вот Харрис, который, ну, Байден, хоть несмотря на всю свою, так сказать, деменцию, он все-таки соображает. И кое-какие у него ограничители есть. У нее-то вообще никаких ограничителей нет. Вот что и скажет там Блинкен и Салливан, то она и сделает. У нее своего мнения абсолютно нет. Вот. Alors, c'est un feu d'artifice. On ne sait pas très bien par quel bout le prendre. La misogynie vis-à-vis de Kamala Harris, la sénilité de Joe Biden, le fait que, bien sûr, ils auraient pu l'éliminer sans aucun problème. La hargne de la présentatrice. La hargne de la présentatrice. Nord Stream, qui est inscrit en ce moment dans... On y reviendra peut-être. Le ciblage de Poutine. Ouais, le dont on n'a jamais Alors entendu que parler. le Nord Stream 2 Mais c'est apparemment intéressant parce était, qu'on a presque réuni en moins d'une minute tout ce qui se dit. On reviendra sur l'opinion publique russe, Vincent, tout ce qui se dit en ce moment du côté russe. Mais d'ailleurs, vous voyez à quel point l'un des invités aux cheveux blancs a le malheur de produire un propos relativement rationnel, et aussitôt, Cruella lui saute à la gorge et lui donne une leçon de patriotisme instantané. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que le même interlocuteur, lui, semble légitimer l'existence de garanties fournies par Moscou en amont de la visite pour éviter tout incident fâcheux et regrettable. En général. Oui, et je reviens sur l'opposition qui était le ciblage de Poutine, dont il n'a jamais été question. Donc, si vous voulez, il y a la réponse assez simple, c'est la sécurité, évidemment, d'un côté comme de l'autre. Oui, bien sûr, Mariana. Alors, cette séquence, elle est aussi intéressante pour une autre raison. On a l'impression que c'est complètement dément, là, ce que nous voyons, c'est dément. Mais en réalité, cet échange, on peut le comprendre. Premièrement, il n'est pas question, bien entendu, même pour la Russie de Poutine, de tuer ou de même mettre en danger le président des États-Unis, bien entendu. Sauf que ce que la Russie, ce que la propagande russe a fait depuis 10 ans, mais on peut étendre cette période jusqu'à 20 ans, la propagande russe a fait croire aux Russes qu'ils étaient tout puissants, qu'ils pouvaient se permettre à tout faire. Donc, en fait, une fois qu'il faut quand même rentrer un tout petit peu dans le périmètre, même si cela ne concerne que l'impossibilité de tuer le président des États-Unis, et là, qui ne on s'est est en jamais posée, difficulté. redisons-le, dans les coulisses du Kremlin, bien sûr. Là, on est sur une émission de télévision. Mais c'est pour vous dire que Cruella, comme Vincent la présentatrice, l'a présentée, ce n'est même pas, comment vous dire, c'est presque naturel, parce que elle a tellement
l'habitude de servir cette toute-puissance russe. Souvenez-vous, il y a 9 ans, il y avait des goodies qui étaient extrêmement populaires, qui se vendaient très bien en Russie. C'était des t-shirts avec des missiles Topol qui peuvent avoir une charge nucléaire, avec l'inscription « Nos Topol n'ont peur de rien ». Vous voyez, donc et on peut aussi se rappeler des Solovyov, qui depuis 9 ans, 10 ans, même plus, régulièrement menacent l'Occident avec, je cite, les cendres nucléaires. Ils menacent le monde entier de transformer le monde en cendres nucléaires. Rime Momtaz. Juste pour compléter le propos de Mariana, on peut se marrer de cette séquence. On se dit, comment est-ce possible que des adultes qui sont supposés être responsables, qui passent à la télévision, puissent raconter des choses pareilles. Alors on en rit jaune bien sûr et on essaye d'ailleurs de ne pas en abuser, mais juste de voir le sens que ça peut avoir sur l'opinion publique, on en reparlera. C'est aussi inquiétant pour la société russe, parce que la société russe existe dans une bulle médiatique, clairement, et que quand ils veulent s'informer, ils allument cette télé, entre autres, et c'est ce qu'ils écoutent. Donc c'est quand même ce peuple avec lequel l'Europe va devoir à un moment composer, et comment est-ce qu'on va faire pour déconstruire ce régime de mensonges à longueur de journée qu'ils entendent et qu'ils consomment tous les jours. Général. Oui, simplement pour faire écho à tout ça, moi j'ai été frappé, je rencontre parfois des Russes qui sont en France et qui ont un peu, qui se cachent un petit peu pour tout dire, et je rencontrais une neuropsychologue russe. Et quand je lui parlais de la façon de réagir aux télévisions ou à Poutine, elle a eu une réflexion qui m'a vraiment frappé. Elle me dit, vous savez, méfiez-vous, hein, les Russes, psychologiquement, ne sont pas faits comme nous. Et la possibilité d'un suicide nucléaire est quelque chose, parce que je citais la fameuse phrase « ils iront en enfer, nous on ira au paradis ». Elle dit, c'est pas une blague. Il y a des gens vraiment qui pensent ça. Et donc je crois que ça, la télévision, je ne pense pas à toute la population russe, hein, mais à la télévision, il y a des animateurs qui sont un peu sur cette... D'ailleurs, les phrases que je citais viennent de là, en fait. Hein. Et donc, il y a quelque chose auquel il faut être attentif. Et on en parlera tout à l'heure, parce que 9% seulement des plus de 55 ans, hein, selon un des rares sondages d'opinion en Russie, sont opposés à ce qu'ils appellent là-bas l'opération spéciale. Et il y a 75% de la population qui soutient... Guerre générationnelle, au passage. Hein. C'est très générationnel. Et je me souviens qu'au cœur de l'été, une étude assez sérieuse montrait l'érosion de l'audience de ce type d'émission. Pour les regarder, traduction notamment fournie par le fil Twitter de Julia Davis, une confrère américaine, systématiquement, je commence quand même ma journée par la traduction des dernières émissions. Bon, plaisir pervers, mais il y en a d'autres. Et j'ai de plus en plus tendance à considérer que ces émissions de télévision sont aussi les déversoirs d'une impuissance enragée. Oui. C'est-à-dire qu'ils me font penser, ces messieurs, on parlait de masculinisme tout à l'heure, ils font penser à des types qui, au bout d'une beuverie, se vantent, eux, les impuissants, de leurs exploits sexuels.